Je leur expliquais tout à l'heure. Oui, bonjour Bianca. L'appareil au micro. L'appareil, c'est à mon travail. Oui. Juste, eh bien, coucou, oui, je parlais de la circulation en Nouvelle-Calédonie. Chez vous, c'est pas mieux. Non, non. Mais si d'être présente, les médias donc, sont présents et nous avons dans la salle quelques invités privilégiés. On a invité une cinquantaine de personnes. Donc il nous manque quelques chaises, mais c'est pas grave. Eh bien, à vous et bon courage. Je voulais vous dire que l'on vous trouve, en tout cas ici, très courageuse et que la France a besoin de vous. Merci. Merci Bianca. Merci Bianca. Ben, je suis à la disposition des journalistes pour répondre évidemment à l'ensemble de leurs questions. Il y a le décalage, il faut faire attention au décalage jusqu'à... Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Donc, Nouvelle-Calédonie Première Radio. J'avais donc, je pensais honnêtement que vous auriez fait une petite introduction sur, bien sûr, on s'est documenté sur votre programme, notamment pour l'Outre-mer, mais on pensait que vous auriez fait une petite introduction et ma première question, c'est de savoir pour quelle raison vous ne venez pas en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que les raisons sont uniquement économiques? Il y a des raisons économiques et évidemment, et par conséquent, je ne peux pas, j'ai annulé, vous le savez, un déplacement aux Antilles également, qui avait été d'ores et déjà prévu. Mais tant que je ne suis pas sûr d'avoir mes 500 parrainages, je ne peux pas, hélas, engager des frais sans être sûr que ceux-ci puissent rentrer dans le cadre de ma campagne. Bon. Vous savez également que la Nouvelle-Calédonie est particulièrement loin de la métropole et que les déplacements dans des conditions correctes ne peuvent se faire que sur une semaine, ce qui est évidemment compliqué dans une campagne présidentielle à 2 mois du scrutin. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu mettre en place cette visioconférence avec vous. Vous savez que je suis déjà venu en Nouvelle-Calédonie, que je reviendrai en Nouvelle-Calédonie, que je m'intéresse tout particulièrement aux problématiques qui sont celles de la Nouvelle-Calédonie, de la population qui y vit, le problème du coût de la vie, le problème de l'insécurité, le problème des perspectives économiques et de l'angoisse de ces perspectives économiques. Je vous indique que j'enverrai d'ailleurs mon directeur opérationnel de campagne en Nouvelle-Calédonie d'ici quelques jours pour pouvoir directement venir discuter avec vous. Alors, je profite d'avoir le micro, j'ai une question. Non, pardon, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Dans le programme de l'Outre-mer que vous avez donc développé il y a quelques temps, vous avez déclaré ceci concernant la Nouvelle-Calédonie. La Calédonie devra se prononcer à partir de 2014. Tout le monde sait qu'il y a donc des accords historiques, un enjeu politique et l'avenir institutionnel de ce pays, indépendance ou maintien dans la France. Madame Le Pen, vous avez dit qu'en fait, vous avez parlé d'une indispensable réconciliation, mais dans le respect de la plus stricte équité, donc 2 lignes sur la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quand même assez vaste et assez large. Oui, enfin, permettez-moi tout de même, parce que sur ce sujet, je pense que le parti dont je suis la présidente s'est exprimé à de multiples reprises et de manière extrêmement claire, à la différence peut-être d'ailleurs d'autres mouvements politiques qui ont un discours à Paris et qui n'ont pas le même discours sur l'île, en l'occurrence. Bon, nous avons toujours dit que nous étions pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France et que nous nous opposerions à tout ce qui peut tendre à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons toujours indiqué que nous étions contre le gel du corps électoral, qu'il nous apparaît que ceci n'est pas un élément de réconciliation, mais au contraire un élément absolument discriminant entre les Français, qui doivent tous se sentir français avec les mêmes droits, quel que soit le lieu,
quel que soit le territoire français, ce qui n'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie. Donc sur le sujet institutionnel, je pense que les choses ont été toujours exprimées de manière très claire par le Front National. Je remarque qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, en réalité, c'est plus la division progressive qui est à l'œuvre plutôt que la réconciliation dont tout le monde parle, mais dont on voit que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'avance pas dans le sens que j'aimerais lui voir prendre. Je regrette ainsi que le drapeau du FLNKS ait été choisi pour pavoiser, alors même que la réconciliation aurait nécessité peut-être une réflexion sur un drapeau de Nouvelle-Calédonie, certes, comme il existe un drapeau breton, comme il en existe d'autres, mais qui inclut l'ensemble des populations de Nouvelle-Calédonie et pas uniquement le FLNKS. Voilà, voyez, par exemple, un exemple de ce qui m'apparaît profondément diviser la Nouvelle-Calédonie plutôt que la réconcilier. L'autre micro était meilleur. Excusez-moi, madame, mais parlez vraiment dans votre micro parce que je vous entends sinon mal. La question qui se pose au sortie de l'accord de Nouméa, ce sera une très large autonomie dans la France ou une indépendance. Est-ce que le Front National aujourd'hui est prêt à soutenir une large autonomie dans la France ou est-ce que vous voulez remettre en cause complètement l'accord de Nouméa et tout ce qui se fait depuis 20 ans en Nouvelle-Calédonie? Je viens de vous répondre. En tout cas, il y a une remise en cause qui est claire, c'est celui du gel du corps électoral, permettez-moi. Bon, par conséquent, je considère qu'à partir du moment où il y a des gens qui sont exclus de ce vote, la question même de la constitutionnalité et de la légalité et du caractère démocratique des résultats du vote en question peuvent en l'occurrence se poser. Alors effectivement, si le choix est entre une semi-indépendance et une indépendance, c'est pas un choix. Bon, en l'occurrence, il faudrait donc poser réellement sur la table les conditions d'un véritable choix pour permettre à l'ensemble des Calédoniens et des résidents de Nouvelle-Calédonie de pouvoir discuter du statut. Qu'il existe, madame, une autonomie, nous ne l'avons jamais contestée. Nous savons très bien que le caractère insulaire et l'éloignement des territoires ultramarins nécessitent évidemment une part d'autonomie. Bien sûr, c'est légitime, mais celle-ci ne doit pas remettre en cause l'appartenance de la Calédonie à la France, et notamment dans l'exercice des pouvoirs régaliens de l'État fort pour lequel je plaide, de l'État stratège aussi, qui a beaucoup de choses à faire en matière économique en Nouvelle-Calédonie. Parce que l'État stratège dont je parle est un État qui va réindustrialiser notre pays, mais qui va également participer au développement économique des territoires d'outre-mer. Or, incontestablement, depuis 5 ans, il y a un mépris ou un désintérêt total à l'égard des territoires ultramarins de la part de Nicolas Sarkozy. Il y a eu la remise en cause de pans, si vous voulez, ou de facilités en termes de fiscalité et d'investissement qui, à mon avis, ont été une erreur. Je pense que s'il doit y avoir un contrôle, notamment je pense évidemment aux lois Girardin, s'il doit exister un contrôle sur les conséquences sur la création ou non d'emplois, il était absurde d'attaquer ainsi ces lois qui m'apparaissaient plutôt positives. Mais encore une fois, il y a une vision globale à avoir du développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'inquiétude, évidemment, du développement économique dans les 20 prochaines années. Et je pense qu'en matière de tourisme, notamment, il y a effectivement un engagement fort que l'État doit pouvoir prendre. On a aidé, on a incité à la création de structures d'accueil du tourisme, c'est bien. Mais si on ne permet pas, notamment en agissant sur les billets d'avion, de pouvoir créer un couloir économique prioritaire entre la métropole notamment et la Nouvelle-Calédonie, eh bien, en réalité, on n'a fait que la moitié du trajet.
Or, on ne peut espérer un développement, notamment du tourisme en provenance de métropoles, ce qui devrait être assez naturel, que si l'on agit sur le prix de billets d'avion qui aujourd'hui sont objectivement inabordables. Inabordables pour les touristes qui veulent venir en Nouvelle-Calédonie, mais inabordables aussi pour les Calédoniens qui voudraient venir en métropole ou qui y envoient leurs enfants ou qui veulent pouvoir venir y visiter éventuellement leur famille ou leurs amis. Yo. Oui, de nouveau, Nathalie Ouclot, donc de Nouvelle-Calédonie Première Radio. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire concernant le transport aérien et le coût exorbitant, vous avez dit, donc des billets d'avion. Qu'est-ce que vous proposez à ce moment-là pour justement permettre à ceux qui veulent venir en Calédonie, et pourquoi pas aussi aux Calédoniens, de sortir pour avoir des billets plus attractifs? Est-ce que vous avez une solution? Bon. Je veux dire, c'est bien, mais qu'est-ce que vous proposez derrière? Oui, bien sûr. Alors d'abord, je voudrais mettre en cause quand même les subventions européennes. Il y a toute une série de subventions européennes qui sont versées soi-disant pour la continuité territoriale et dont on s'aperçoit, et notamment c'est la conséquence d'un rapport qui a été fait sur ce sujet, qu'ils n'ont pas été utilisés, c'est que ces sommes n'ont pas été utilisées pour contribuer à la baisse des billets d'avion. Or, ces sommes, ça n'est pas l'Union européenne qui a la gentillesse de nous les accorder, c'est notre argent quand même, hein, qui passe encore une fois par l'Union européenne et qui était censé aider justement à trouver des prix de billets qui soient supportables et qui permettent à chacun de pouvoir se déplacer dans des conditions normales. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur la multiplication de l'offre en matière de transport aérien, et puis il y a aussi l'État qui peut intervenir directement auprès d'un certain nombre de sociétés, je suis désolé de le rappeler, de transport aérien, puisque évidemment les sociétés de transport aérien ne fonctionnent correctement que grâce aux infrastructures qui sont mises à disposition de l'État. Il y a donc des négociations à engager, encore faut-il les engager, parce qu'on ne peut pas dire on n'y arrivera pas si on se refuse même à engager la négociation. Et encore une fois, aider les territoires ultramarins et par un certain nombre d'aides fiscales, d'aides d'accompagnement social est une chose, mais leur permettre de se développer et investir plutôt dans la baisse des billets d'avion, plutôt que, si vous voulez, d'essayer de temporiser les conséquences d'une situation économique de plus en plus difficile, m'apparaît plus positif. Bon. Le problème essentiel, il faut bien le dire, des territoires ultramarins, et je permets quand même de l'évoquer, c'est le problème de la cherté du coût de la vie. Il y a aujourd'hui des réclamations justifiées, légitimes, dans l'ensemble des territoires d'outre-mer, et c'est vrai aussi en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on a laissé se constituer un certain nombre de situations de monopole, de pratiques abusives, de situations dominantes, hein, et contre lesquelles l'État se refuse de lutter et encore une fois d'engager le bras de fer nécessaire. Vous savez que depuis de nombreuses années, j'ai dénoncé la manière dont la grande distribution profitait d'une liberté insensée que le gouvernement lui a accordée, profitait de l'absence totale de règles qui auraient consisté à réclamer des comptes sur la manière dont, encore une fois, ces situations avantageuses sont utilisées par la grande distribution. Il y a aussi une réflexion à mener, évidemment, sur les importations qui sont effectuées. Là aussi, le couloir économique prioritaire dont je parle a vocation à avantager nos territoires en ce qui concerne les produits qui viennent, par exemple, de métropole, et vice-versa d'ailleurs, parce que ce couloir a vocation à aller dans les deux sens par rapport à ce qui pourrait être fait avec un pays étranger. La Calédonie n'est pas un pays étranger, voilà. C'est une partie de la France et ça nécessite, encore une fois, de prendre des décisions claires qui tiennent compte de l'éloignement et qui permettent de lutter contre l'injustice
qui peut exister entre le coût de la vie par rapport aux salaires qui sont versés entre la métropole et les territoires ultramarins. Bonjour, Christopher Almanon, je m'occupe du journal de Monde. Vous parlez des subventions européennes. Est-ce que vous voudriez, en cas d'élection, sortir la France de l'Europe? Ça passe pas. Non, monsieur, je vais d'abord essayer de renégocier l'ensemble des traités qui m'apparaissent être des traités emprisonnant non seulement le peuple français, mais également notre économie. L'Union européenne s'est fondée sur une idéologie qui est l'idéologie du mondialisme, dont on voit qu'aujourd'hui, elle est un véritable équarrisseur des peuples. Cette idéologie de la loi du plus fort, de la loi de la jungle, eh bien, bénéficie à un tout petit pourcentage et entraîne des conséquences dramatiques sur l'immense majorité de nos compatriotes. Je veux donc réarmer notre pays face à la mondialisation et pour cela, eh bien, il va falloir que je renégocie effectivement des traités européens qui m'empêchent de me réarmer face à la mondialisation. Je vous donne un exemple très simple. Quand on sait qu'à cause de l'Union européenne, il est interdit d'obliger nos collectivités territoriales ou même l'État à réserver les marchés publics à nos entreprises françaises, on se dit qu'on est au pays du but. Je veux dire, bon, et qu'il est évidemment de bon sens, si l'on veut produire français, de mettre en place un protectionnisme économique. Et d'ailleurs un protectionnisme social. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais ça, c'est interdit par l'Union européenne. Eh bien, je considère que ces interdictions faites par l'Union européenne, en réalité, mettent en cause notre survie en tant que peuple et la survie de notre économie. Je n'entends donc pas m'y soumettre parce que je considère que nous sommes un peuple souverain, nous sommes un peuple libre et nous devons pouvoir décider. Et je réfute en l'occurrence que des structures supranationales qui ne sont élues par personne nous imposent des directives dont manifestement le résultat est un résultat dramatique. Oui, Claudie Berry de l'agence France Presse. Déjà, je voulais vous poser plusieurs questions. Vous avez vos 500 signatures et sinon combien en avez-vous à ce jour? Je ne peux pas vous répondre, madame. Pardon, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Je rendrai cette information publique jeudi, puisque nous sommes exactement au moment où les maires reçoivent leur formulaire officiel, et je n'ai en main évidemment que des promesses. Il me faut donc quelques jours pour voir quels sont les maires qui vont respecter leurs paroles et donc remplir leur parrainage officiel, et ceux qui manqueront à leurs paroles. Je ne pourrai donc faire un bilan que jeudi, et jeudi, j'indiquerai publiquement combien de parrainages définitifs officiels j'ai en main. Je voulais vous demander aussi, vous critiquez beaucoup la politique qui est mise en œuvre en Nouvelle-Calédonie au travers des accords de Matignon et de l'accord de Nouméa. Or, en France, vous prenez le protectionnisme social, le protectionnisme de l'emploi, la lutte contre l'immigration. Or, ici, en Nouvelle-Calédonie, c'est exactement ce qui est mis en place. On protège l'emploi, on protège effectivement le corps électoral est gelé. Il y a une politique assez protectionniste qui est menée en Nouvelle-Calédonie. Donc, ce qui est bon pour la France ne l'est pas pour la Nouvelle-Calédonie. Non, je crois que vous commettez une erreur d'analyse. D'abord, je conteste le fait quand vous me dites que je critique tout ce qui se fait en Nouvelle-Calédonie. C'est totalement faux. Et c'est tellement faux d'ailleurs que je vous signale que je me suis exprimé pour la priorité régionale en ce qui concerne les territoires ultramarins, parce que je trouve normal que ceux qui sont nés à la Martinique, à la Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie bénéficient d'une priorité d'accès à l'emploi et au logement social, compte tenu de la spécificité des territoires ultramarins. Donc cette priorité régionale serait applicable dans les territoires ultramarins, pas en métropole, ou en revanche pour l'ensemble, la priorité nationale s'applique. C'est-à-dire que la compétence
égale, un Français doit avoir une priorité d'accès au logement social et à l'emploi en toutes circonstances sur quelqu'un qui n'a pas la nationalité française. Mais le protectionnisme dont vous me parlez et auquel je peux adhérer, mais celui auquel je n'adhère pas, madame, c'est celui qui consiste à protéger les Calédoniens des Français. Ça n'a pas de sens, puisque les Calédoniens sont français. Ce que je trouve scandaleux, c'est que des Français qui viennent s'installer, qui investissent, qui ont fait leur vie, ont décidé de faire leur vie en Nouvelle-Calédonie, qui ont investi dans l'économie, qui ont créé de l'emploi, n'aient pas le droit de voter comme n'importe quel autre Français sur toute partie du territoire où il vient s'installer. Ça, c'est un véritable scandale. Voilà. Et en cela, je conteste formellement, effectivement, le gel du corps électoral. Maintenant, toutes les mesures qui consistent, effectivement, à donner une priorité régionale aux Calédoniens en Calédonie, compte tenu de l'éloignement qui est celui de la Nouvelle-Calédonie, je trouve ça légitime, mais je pense que tout le monde devrait y avoir droit à partir du moment, évidemment, où il s'y est installé depuis un certain nombre d'années. Je vous entends plus. Excusez-moi, parlez près de votre micro parce que je ne vous entends pas là. D'utiliser l'ancien micro était meilleur. Est-ce que vous m'entendez, madame le Oui, je vous entends très bien. Bonjour, Sylvain Duchamp, je suis journaliste à la rédaction de RC Première Télévision. On a bien compris que dans cette campagne, vous avez fait de l'intervention de l'État un axe fort justement de votre programme. Vous en avez avancé quelques exemples dans votre intervention. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'être un peu en décalage dans vos propositions par rapport à la situation en Nouvelle-Calédonie, sachant qu'il y a énormément de compétences qui sont aujourd'hui transférées au territoire et qui font que l'intervention de l'État est minimisée aujourd'hui? Oui, mais l'intervention de l'État n'est pas de l'interventionnisme dans mon esprit. C'est une vision stratégique du rôle de l'État. Permettez-moi, mais j'ai quand même le sentiment qu'en Nouvelle-Calédonie, en matière de délinquance, l'État n'a probablement pas obtenu les résultats qu'il aurait dû obtenir. Je crois savoir qu'il y a 41% des vols de véhicules sur les 10 premiers mois de l'année de plus par rapport à 2010. Qu'il y a un déficit de présence, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres endroits de France, des effectifs de gendarmerie qui se trouvent aujourd'hui dans l'incapacité de pouvoir réellement faire respecter la sécurité, dont je vous rappelle que c'est la première des libertés. Je pense que l'État stratège, dans l'esprit qui est le mien, est un État en même temps arbitre, qui empêche les dérives de la mondialisation, les excès, les abus. Bon. Mais il est aussi un État qui doit avoir une vision à long terme. Je l'ai dit, je suis le défenseur dans cette campagne, et je suis la seule, d'une vision stratégique des ressources de la mer. Je l'ai indiqué à plusieurs reprises, pour moi, nous sommes en possession de l'or bleu, puisque la France a 11 millions de kilomètres carrés de territoire maritime, ce qui fait d'elle le pays le plus riche en réalité, en capacité, notamment de l'Union européenne, deuxième derrière les États-Unis en la matière. Or, il n'y a aucune vision de long terme de ce potentiel extraordinaire que sont nos territoires maritimes. Moi, je dis, les territoires ultramarins doivent être justement bénéficiaire d'une vraie grande politique stratégique d'investissement dans cette richesse fabuleuse qu'est la mer. Demain, c'est dans la mer que l'on trouvera les médicaments, que l'on trouvera les nouvelles molécules. C'est dans la mer que l'on trouvera des moyens d'alimentation nouvelle, alors que la population du monde ne cesse de grandir, que l'on trouvera les moyens de l'alimentation du bétail, ce qui évitera l'utilisation de farines animales. On a commencé déjà, on trouve des algues qui permettent de nourrir des animaux. C'est dans la mer qu'on trouve l'eau.
Or, ça a l'air stupide comme déclaration, mais l'eau salée, c'est aussi de l'eau douce, puisque nous maîtrisons cette technologie que nous pouvons considérablement améliorer pour pouvoir apporter demain l'eau douce à ceux qui éventuellement n'en auraient pas. C'est dans la mer que l'on trouvera demain des énergies nouvelles et les moyens de se libérer de cette, de cette obsession ou de cette obligation du pétrole. Voilà une vaste politique d'investissement sur 20 ou 30 ans qu'il faut mener. Et ça nécessite un État stratège, ça nécessite effectivement, avec les territoires ultramarins, de créer des véritables conditions de la recherche, de l'ouverture d'universités autour de ces problématiques, et ça n'est pas fait. Il n'y a d'ailleurs plus aucune vision d'avenir pour la France, en réalité, plus aucune vision stratégique depuis la mort du général de Gaulle. Voilà, il faut quand même aujourd'hui l'admettre. De nouveau, Sylvain Duchamp de NC Première. Une question beaucoup plus liée, en tout cas, aux prochaines élections présidentielles. On sait très bien que la Nouvelle-Calédonie est une terre qui vote beaucoup, en tout cas lors des dernières présidentielles, Nicolas Sarkozy. Vous êtes objectif pour cette élection, justement, Nouvelle-Calédonie. Est-ce que, ou pas, la question peut vous paraître basique, mais quel score envisagez-vous ici? Écoutez, monsieur, je pense que les Calédoniens sont comme l'ensemble des Français. Ils sont profondément, évidemment, déçus par Nicolas Sarkozy. Il faut bien dire que l'ensemble des promesses qui ont été faites ont toutes été trahies sans aucune exception. La République irréprochable a disparu dans un tourbillon d'affaires, de conflits d'intérêts, de copinage, de vols organisés de la richesse des Français. La souveraineté nationale est en voie de disparition au bénéfice d'une structure supranationale européenne à qui, par l'intermédiaire du vote du mécanisme européen de stabilité, on vient de transférer la souveraineté budgétaire qui était un des derniers pans de souveraineté que nous avions encore, c'est-à-dire le consentement à l'impôt et le droit de dépenser notre argent comme bon nous semble et d'exposer les priorités qu'on considère comme étant les bonnes. En matière d'insécurité, le bilan de Nicolas Sarkozy est dramatique. En matière d'immigration, rien n'a été fait, puisqu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France que sous le règne de Nicolas Sarkozy. 70% ou 74% Lionel Jospin, qui était socialiste en l'an 2000, par exemple. Bon, encore une fois, il n'y a pas je ne parle pas du pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat sous Nicolas Sarkozy s'est effondré, alors même qu'il s'était vendu comme le président du pouvoir d'achat. Donc je suis absolument persuadé que les résultats en Nouvelle-Calédonie, comme partout ailleurs en France, vont être pour Nicolas Sarkozy des résultats de sanctions. Les Français vont sanctionner le bilan du président sortant, ils vont sanctionner le cynisme qui est le sien et qui consiste à réitérer sans aucun complexe les mêmes promesses que celles qu'il avait déjà effectuées en 2007 lors de la campagne présidentielle dernière. Et puis encore une fois, je remarque que le processus quand même qui tente à intégrer dans l'esprit des uns et des autres l'indépendance programmée de la Nouvelle-Calédonie ne semble pas être combattu avec la force et la fermeté nécessaires par le parti de Nicolas Sarkozy. Très honnêtement, je crois qu'une grande partie des problématiques d'insécurité routière sont aussi liées à un certain nombre de déficits dans les infrastructures. Il y a des endroits qui sont dangereux et qui ne sont pas pris en compte par l'État, qui ne fait pas les travaux nécessaires pour peut-être sécuriser des réseaux qui sont plus dangereux que d'autres.
Donc ça me paraît déjà être une première mesure à mettre en œuvre, c'est-à-dire la sécurisation des réseaux, plutôt qu'en permanence la multiplication, si vous voulez, de mesures de sanctions à l'égard des automobilistes, dont on voit bien qu'elle finit par créer des gens qui conduisent en l'occurrence sans permis, donc ce qui n'est pas évidemment une bonne chose. Et puis il faut effectivement continuer à mener des missions d'information sur les dangers de l'alcool au volant, qui reste quand même un des problèmes majeurs et une des causes majeures des accidents, mais pas seulement l'alcool, la drogue aussi. Or, si l'État a pris en compte les problématiques de l'alcool au volant, on a quand même le sentiment que la drogue au volant est considérée comme quelque chose, somme toute, de soit dérisoire, soit comment dire, moins important. Or, je crois très sincèrement que la drogue au volant est un problème auquel l'État doit s'attacher, doit s'attaquer au même titre que l'alcoolisme au volant. Prévisionnerie de l'AFP, la Nouvelle-Calédonie a connu par le passé des événements de la violence, sanglants même, et depuis 25 ans elle est campée, notamment au travers des accords de Matignon et de l'accord de Nouméa, qui sont basés sur une décolonisation progressive de la Nouvelle-Calédonie. Vous, qu'est-ce que vous proposeriez à la place de cette décolonisation pour maintenir la paix en Nouvelle-Calédonie ? Je vois, madame, que l'utilisation des termes me permet de voir précisément ce que vous pensez de cette situation. Parce que la simple utilisation du terme, évidemment, de décolonisation est en soi démonstrative que vous considérez que la Nouvelle-Calédonie est une colonie qui, au même titre que, par exemple, l'Algérie, doit arriver à son indépendance. Bon, voilà, on voit bien où vous êtes positionné. Moi, j'ai un avis complètement différent, comme d'ailleurs, je crois, une très grande partie des Calédoniens qui ont chacun participé au développement de la Calédonie, qui encore une fois ont fait là-bas des investissements qui permettent à la Nouvelle-Calédonie d'être un des territoires ultramarins où l'on vit quand même le mieux, il faut le rappeler, hein. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un des territoires qui plutôt a réussi son développement économique quand d'autres territoires ultramarins sont dans des difficultés bien plus grandes. Bon, donc comme je ne considère pas la Nouvelle-Calédonie comme une colonie, comme vous, eh bien je considère que le rassemblement des Français de Nouvelle-Calédonie, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, quel que soit leur parcours, est le seul moyen de trouver les conditions de la paix. Or, la paix et la sérénité, elles passent par l'égalité entre les Calédoniens. Or, aujourd'hui, il n'y a pas d'égalité entre les Calédoniens. La justice et l'égalité sont la seule voie possible pour pouvoir continuer à envisager un destin commun, un avenir commun, au moment où, encore une fois, la mondialisation effrénée est en voie de faire imploser nos peuples respectifs et à soumettre nos territoires à la seule loi qui importe à nos élites, c'est-à-dire la loi du marché et la loi du profit maximum. Oui, enfin, en l'occurrence, moi, je conteste formellement, vous voyez, un certain nombre de points de cet accord de Nouméa, dont celui-ci. Hein. Et puis, je pense qu'on n'avait pas expliqué sérieusement aux Calédoniens qu'en réalité, c'était le premier stade de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est exactement comme Maastricht, madame. Maastricht aussi, les Français ont voté pour, et puis ils se sont rendus compte après qu'en réalité, eh bien, il y avait dans ce texte beaucoup plus que les simples lignes qu'ils avaient votées. Enfin, vous me direz, les référendums sont ainsi faits qu'en 2005, on a tous voté contre la Constitution européenne et que ça n'a pas empêché le PS et l'UMP de nous imposer contre la volonté du peuple français la Constitution européenne. Voilà.
Je tiens à vous dire également, madame, si je peux me permettre, que je considère que quand il s'agit de l'intégrité du territoire français, c'est l'ensemble des Français qui devraient être consultés et pas seulement les habitants du territoire en cause. Et pourquoi y aurait-il une poussée indépendantiste, madame? C'est les Calédoniens qui décideront. Donc il y a un référendum, c'est les Calédoniens qui décideront. C'est qu'il y a un référendum. Mais je n'ai... Et je voulais savoir, vous, Pardon. qu'est-ce que vous pensez de ce rendez-vous, de ce référendum et de... Je pense, madame, que ce référendum est biaisé. Justement parce que le corps électoral est lui-même biaisé. Par conséquent, si je suis présidente de la République, je proposerai la modification de cette partie de l'accord qui gèle le corps électoral, parce que si expression du peuple il doit y avoir, il faut qu'il soit légitime. Voilà. Or, je pense qu'il n'est pas aujourd'hui légitime. Vous me direz, ça pourrait donner un certain nombre d'idées à Nicolas Sarkozy ou à François Hollande. Il y en aurait un qui proposerait que seuls les socialistes peuvent voter, l'autre qui proposerait que seuls les sarkozystes peuvent voter, comme ça au moins on est sûr du résultat. Donc, si je vous suis par ce que vous avez dit, vous seriez prête à remettre en cause l'accord de Nouméa, ce qui est écrit dans l'accord de Nouméa? Oui, madame, tout à fait. Je l'ai toujours dit de manière extrêmement claire. Je suis une opposante farouche au gel du corps électoral que je trouve discriminant, que je trouve anticonstitutionnel en ce qu'il fait une différence entre les Français et en ce qu'il supprime des droits qui devraient être attachés à tous les Français sur tous les territoires de la France. Est-ce que, concernant les spécificités d'outre-mer, vous considérez qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas, ou qu'il y a une unité nationale et que ce soit pour tout le monde pareil? Mais bien sûr qu'il y a des spécificités, bien entendu, et je les respecte et je considère qu'il faut en tenir compte. Et c'est la raison pour laquelle je considère qu'il peut y avoir une part d'autonomie dans la gestion économique des territoires ultramarins. Bien entendu, il y a des spécificités culturelles et il faut qu'elles existent parce que c'est de cette diversité que naît la richesse de notre pays. Loin de moi l'idée de vouloir uniformiser l'ensemble des territoires. Je laisse ça aux mondialistes. Et moi, je suis une nationale, donc j'ai une vision radicalement différente. Mais il existe quand même des grandes lignes, une grande vision qui fait que nous avons tous, et l'un et l'autre, malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent, nous avons le sentiment de marcher ensemble, de construire ensemble l'avenir de notre pays et de préserver la nation qui m'apparaît aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, la structure la plus performante pour assurer la sécurité, la prospérité et défendre l'identité de notre peuple. Madame Le Pen, la paix, elle est fragile en Nouvelle-Calédonie. Tout à l'heure, ma consoeur a rappelé qu'il y avait eu des événements douloureux, des accords historiques qui en ont découlé, et toute la classe politique dans son ensemble est attachée à cet accord de Nouméa et est attachée au fait que ce sont les Calédoniens, enfin, la quasi-majorité, que les Calédoniens sont quand même aussi attachés à décider de leur destin et de l'avenir du pays. Mais madame, c'est une vision, honnêtement, qui est différente de la mienne. Est-ce que demain, on organiserait un référendum pour savoir si l'Alsace
veut son indépendance? Est-ce que demain on organiserait un référendum pour savoir si le Morbihan ou la Bretagne veut son indépendance? Encore une fois, moi je crois à l'unité de la République française. La République française est une et indivisible. Et je tiens et je me battrai pour que la Calédonie reste dans la France, et j'espère que les Calédoniens auront la lucidité de voir que leur avenir est dans la France, mais encore faudrait-il pour cela qu'on ne magouille pas le corps électoral, parce que sinon, évidemment, c'est trop facile. Voilà. Madame Le Pen, pour rester dans ces questions institutionnelles, à l'issue de l'accord de Nouméa, il y a effectivement un référendum qui pourrait être une sorte de référendum d'autodétermination. L'autre solution qui est envisagée aujourd'hui et qui semble se dessiner, ce serait celle d'une solution institutionnelle négociée entre les différents responsables politiques calédoniens. Est-ce que le cas échéant, vous souhaiteriez que le Front National soit associé aux discussions, à la négociation d'une nouvelle solution institutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie? Ou est-ce que vous souhaiteriez au contraire vous tenir complètement à l'écart de ce genre de statut? Non mais attendez, de toute façon, je pense que le Front National doit être partout pour exprimer sa position, même si elle est, et surtout si elle est profondément divergente de celle qui est partagée par les partis politiques en place. De toute façon, au débat, même si ce n'est pas encore une fois pour contester les négociations qui ont lieu. Mais je ne suis pas d'ailleurs contre une négociation, mais je pense que cette négociation doit avoir lieu avec un préalable qui consiste à rappeler que la Calédonie est et reste dans la France et que l'ensemble des Français sont égaux sur tous les territoires de la République. Même s'il s'agit de rappeler cela, ce sera déjà très important, puisque le Front National est le seul, en réalité, à porter cette opinion en Nouvelle-Calédonie. Chacun a le droit d'avoir son opinion, mais encore faut-il que toutes les opinions s'expriment. Et si il faut que nous soyons les seuls à porter cette opinion, raison de plus pour que notre voix porte, puisque je crois que beaucoup de Calédoniens partagent cet avis. Alors, en attendant, le Front National n'a plus d'élus en Nouvelle-Calédonie, après en avoir eu dans les assemblées de province. Il y aura bien sûr l'élection présidentielle qui permettra de mesurer le poids de votre parti, mais c'est une élection un peu particulière. Est-ce que vous pensez ensuite présenter des candidats aux législatives en Nouvelle-Calédonie de manière à mesurer peut-être de façon plus précise le poids que vous représentez sur le territoire? Oui, enfin, le poids que nous représentons sur le territoire, on va s'en apercevoir le soir du premier tour et du second tour. Le second tour, je l'espère. Ça, ce sera le poids du projet que nous portons depuis des années. Mais évidemment, nous serons présents dans toutes les circonscriptions en Nouvelle-Calédonie. Nous devons d'avoir des candidats partout, ne serait-ce que, et je rebondis sur la réponse que j'ai faite tout à l'heure, ne serait-ce que parce que la position que nous défendons, nous sommes les seuls à la défendre. Et que par conséquent, il faut qu'il existe une pluralité politique en Nouvelle-Calédonie, un choix, eh bien, il est évident qu'il ne peut pas y avoir de choix réel si le Front National n'a pas des candidats partout. Bon, bah écoutez, je n'ai plus qu'à vous remercier de vous être déplacés. Merci aux médias de jouer leur rôle, qui est un rôle essentiel dans le fonctionnement démocratique de notre pays. Et puis un salut évidemment national et fraternel à l'ensemble de nos sympathisants qui ont participé par leur présence à cette conférence de presse. Je pense à vous, je me bats pour vous et merci de vous battre aussi pour la France en Nouvelle-Calédonie.
courage, bonne continuation. Et attendez, il y a encore une question, un peu de retard. Mais en tout cas, voilà, bon courage à vous tous. Ça va. Merci Bianca. Par rapport au nombre de signatures, j'ai lu il y a quelques jours qu'il vous en manquait à peu près 150. C'est vrai, Non. Alors, signature. Non, même si... Potentialité pour nous sur le territoire. Ça, j'y tiens. Ceux qui signeront pour le Front National en Nouvelle-Calédonie, c'est la plus grande confidentialité, enfin, je pense. Mais ça peut encore se faire en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Bon, écoutez, il y a eu un certain nombre de maires de Nouvelle-Calédonie respectueux de la démocratie qui avaient parrainé la candidature de Jean-Marie Le Pen en 2007. Je rappelle que ça n'est pas un vote. Nous ne sommes pas dans un vote censitaire. Il n'y a pas de droit de veto des élus sur la capacité pour les Français au suffrage universel direct de décider qui sera le candidat. Je vous rappelle que cette procédure des parrainages est une procédure qui visait à écarter les candidatures fantaisistes. Je pense qu'on peut tout dire de moi, sauf que je suis une candidate fantaisiste. Par conséquent, moi je remercie les maires de Nouvelle-Calédonie qui ont ou qui vont parrainer ma candidature pour permettre à tous les Français de pouvoir avoir une liberté totale de vote. Je remarque que les maires de Calédonie sont des maires courageux et j'en appelle à nouveau à leur courage, à leur respect du processus démocratique pour permettre à des millions de Français de pouvoir se rendre aux urnes et décider en leur fort intérieur, en leur pleine conscience du vote qui sera le leur. Au revoir à tous. Merci, Marie. À bientôt. Au revoir Bianca. Salut à tous.